Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je continue la correction des exercices. Série numéro 1, déjà, c'est fini. Puis maintenant, série numéro 2 et série numéro 3. Je commence par la série numéro 2. Première question, puis deuxième question. Voici l'énoncé. Cochez pour chaque cas la bonne réponse. Je vous propose ce schéma. Le schéma suivant représente une cellule mère à 2 n est égale à 2 chromosomes AA' et BB' étant des gènes. Alors voici le premier chromosome, voici le deuxième chromosome, ce sont deux chromosomes homologues. Le premier chromosome porte deux gènes A et B, et le deuxième chromosome porte deux gènes A' et B' en double. Alors première question, le nombre de gamètes différents obtenus après méiose, est-ce que c'est 1, est-ce que c'est 2, ou bien est-ce que c'est 4 gamètes? Sur ce schéma, les deux chromosomes constituant le bivalent ne sont liés par aucun chiasma. Regardez, ils sont donc séparés et il n'y a pas de chiasma. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de crossing over. Et les chromosomes seront tous après des chromosomes parentaux. Il n'y a que le brassage interchromosomique. Ça veut dire qu'il y aura absence de brassage intrachromosomique. Alors dans ce cas, comment est-ce qu'on peut trouver le nombre de gamètes possibles, le nombre de types différents de gamètes possibles? C'est en appliquant la formule mathématique. Nombre de types différents de gamètes est égal à 2 puissance n. Avec n, c'est le nombre de bivalents. Ici, le nombre de bivalents, c'est un seul. 2 puissance 1 est égal à 2. Donc la réponse correcte, c'est 2 et non pas 1 et non pas 4. Je passe à la question numéro 2. Les gamètes obtenus après brassage interchromosomique à partir de ce schéma sont, est-ce que c'est AB et A'B', ou bien est-ce que c'est AA, BB, A'B', B', ou bien c'est AA', BB', ou bien c'est AB', A'B', c'est à partir du schéma, toujours. Les gamètes obtenus après brassage interchromosomique, on considère qu'il n'y a pas de crossing over. Donc, puisqu'il n'y a pas de crossing over, on ne peut pas avoir des gamètes tels que AB' ou bien A'B, AB' ou bien A'B, c'est-à-dire que la réponse numéro 4 est fausse. On ne peut pas avoir non plus des chromosomes tels que AA, c'est impossible. A avec A, c'est impossible. Chaque chromatide portera un gène A, puis un gène B. Donc la deuxième réponse, c'est impossible. BB, c'est impossible. AA', c'est impossible. Et B', c'est impossible. Alors il nous reste les deux possibilités, soit la première possibilité, soit c'est la troisième possibilité. Donc il n'y a pas de crossing over. Il y aura seulement des chromosomes parentaux. Les chromosomes parentaux ici, ce sont soit AB, soit A'B'. Donc, c'est la première réponse qui est correcte. AB, A'B'. Question 3. Si les gamètes obtenus sont de type AB', A'B, AB, A'B', alors cette cellule mère a subi un brassage interchromosomique, ou bien un brassage intrachromosomique, ou bien un brassage intrachromosomique et interchromosomique. C'est à partir toujours du même schéma, de chromosomes homologues. Alors regardons ces gamètes, il y en a 4. On a AB' et A'B, AB et A'B, regardez. AB, elle est parentale, le voilà. A'B', c'est aussi parental, le voilà. Mais le chromosome A'B, il est recombiné, il nécessite un crossing over. Et le chromosome AB' aussi, AB', regardez, il est recombiné, il nécessite aussi un crossing over. Donc il doit y avoir ici un crossing over, et le crossing over, c'est un brassage intrachromosomique. Donc dans cette cellule, il y a brassage intrachromosomique, mais aussi il y a brassage interchromosomique qui a permis de faire une ségrégation de ces chromosomes au cours de l'anaphase numéro 1. Donc la réponse juste, c'est la 3, un brassage intrachromosomique et interchromosomique. Je passe à la question numéro 4. Si la cellule mère précédente a subi un seul crossing over, un seul chiasma, et les mêmes gamètes sont obtenus
pour le mâle et pour la femelle, alors le zygote ou bien les zygotes auront pour génotype possible, comme exemple, AA, A', A', ou bien BB, B', B', AABB, ou bien A', A', B', B', AB, ou bien A', B'. Alors, pour la première réponse, c'est impossible, car un zygote ne peut pas être AA, A', parce qu'il n'y a qu'un seul type de gène. Il y a absence de l'autre type de gène qui est B. La même chose ici. Le zygote ne peut être BB, B', parce qu'il n'y a que des gènes BB et B', B'. Il y a absence du premier gène. C'est exclu. Et la troisième réponse aussi, c'est exclu, puisqu'il n'y a que 2 gènes, alors que le zygote doit en avoir 4. Alors la réponse qui nous reste juste, c'est la deuxième réponse. En effet, le zygote peut être AABB, c'est par exemple le premier gamète, parce que les gamètes seront de ces 4 types. Si le premier gamète AB mâle féconde le deuxième gamète AB femelle, c'est le même gamète, on aura donc 2 fois A et 2 fois B, de A et de B. Si un gamète A'B' mâle féconde un gamète A'B' femelle, c'est la même chose, on aura un zygote avec 2 fois A' et 2 fois B'. Je continue. Question numéro 5. Si la cellule mère précédente a subi un seul crossing envers un seul chiasma, et les mêmes gamètes sont obtenus pour le mâle et pour la femelle, alors on aura 4 zygotes possibles à chromosomes recombinés, ou bien 8 zygotes possibles à chromosomes recombinés et parentaux, ou bien 8 zygotes possibles à chromosomes parentaux, ou bien 16 zygotes possibles à chromosomes recombinés et parentaux. Alors ici, il y a un seul crossing over, donc cette cellule va produire automatiquement 4 gamètes. Donc il y aura 4 gamètes mâles, 4 gamètes femelles. Parmi ces 4 gamètes, on aura 2 gamètes avec 2 chromosomes parentaux et 2 gamètes avec 2 chromosomes recombinés. Alors s'il y a 4 gamètes pour le mâle et 4 gamètes pour la femelle, combien est-ce qu'on peut avoir de cas possibles pour le zygote? Donc on fait une multiplication. C'est 4 fois 4, donc on va obtenir 16 zygotes possibles. Voilà la réponse juste. Je continue. Question numéro 6. On vous propose ce schéma. Le schéma suivant représente une cellule mère en méiose. Il y a regroupement de 12 chromosomes dans chaque pôle. Donc ici 12 chromosomes. Et dans le pôle inférieur, 12 chromosomes aussi. Ici, dans cet encadré, on a agrandi un seul chromosome, vous voyez, c'est un chromosome double bichromatidien avec au centre le centromère. Alors, est-ce que cette cellule est une cellule à 2 unités égale à 24 en anaphase numéro 1 de méiose, ou bien c'est une cellule à 2 unités égale à 24 chromosomes en anaphase numéro 2 de méiose, ou bien est-ce que c'est une cellule à 2 unités égale à 24 chromosomes en anaphase de mitose, ou bien est-ce que c'est une cellule à 2 unités égale à 12 chromosomes en anaphase numéro 1 de méiose. Donc vous faites attention ici, on vous dit que ce schéma représente la méiose. Ici, il y a certaines questions que propose la mitose, on va les exclure. Donc j'exclus directement la question C, ou bien la réponse C. Il me reste A, B et D. Alors j'ai dit qu'il y a ici 12 chromosomes bichromatidiens, ici 12 chromosomes bichromatidiens. Ça veut dire que si je les regroupe pour la cellule mère initiale, j'aurai 24. Donc c'est une cellule à 2 unités égale à 24 chromosomes en anaphase numéro 1 et pas en anaphase numéro 2. Parce qu'en anaphase numéro 1, on a migration des chromosomes bichromatidiens sans séparation du centromère. Alors que pendant l'anaphase 2 de méiose, il y a séparation des chromatides et non pas des chromosomes. Donc, ce schéma représente la première réponse. C'est une cellule à 2 unités égale à 24 en anaphase numéro 1. Je passe à la question numéro 7. Le nombre de types différents de gamètes possibles qu'on peut avoir sans crossing over à partir de la cellule précédente, c'est est-ce que c'est 12 puissance 2, ou bien c'est 2 puissance 12, ou bien c'est 24 au carré, ou bien c'est 2 puissance 24. Comme j'ai dit,
la formule mathématique par laquelle on calcule le nombre de possibilités différentes de gamètes s'il n'y a pas de crossover over, donc on considère ici qu'il n'y a pas de crossover over, c'est 2 puissance n, avec n c'est le nombre de bivalents. Ici, j'ai 24 chromosomes, et combien de bivalents? C'est 12. Donc pour calculer le nombre de possibilités différentes de gamètes, c'est 2 puissance 12, donc c'est la deuxième réponse. Toutes les autres sont fausses. Je continue. Regardez ce schéma. Le schéma suivant représente une cellule mère en méiose. Voilà en rouge les 3 chromosomes qui migrent vers le pôle supérieur. En vert, les 3 chromosomes qui migrent vers le pôle inférieur. Ici, ce sont des filaments de fuseau achromatique, des fibres de fuseau achromatique. Ce point noir, c'est la stère. Et au centre, c'est le cytoplasme. Alors, en vert et en rouge, ce sont des chromosomes. Question numéro 8. Est-ce que le schéma précédent représente une anaphase de mitose ici, une anaphase 2 de méiose, une anaphase 1 de méiose, ou bien une phase J2 d'interphase de méiose? Déjà, la question nous demande qu'il s'agit, ou bien nous précise qu'il s'agit d'une méiose. Alors j'exclus directement. La première réponse, elle est fausse. Il me reste ces 3. Est-ce que c'est une anaphase 2? Regardons les chromosomes sont bichromatidiens. Donc ce n'est pas une anaphase 2. Si c'était une anaphase 2, on aura ici des chromatides au lieu des chromosomes. Est-ce que c'est une anaphase numéro 1? Oui. C'est lors de l'anaphase 1 que se séparent les chromosomes bichromatidiens qui constituaient avant des bivalents. Est-ce que c'est une phase J2 d'interphase? Non. Pendant l'interphase, il n'y a pas de chromosome, il n'y a que la chromatine dans le noyau. Alors c'est la réponse 3. Je continue avec la question numéro 9. Le schéma précédent, c'est-à-dire celui-ci, représente un brassage interchromosomique des allèles, ou bien un brassage intrachromosomique des allèles, ou bien un brassage intra puis interchromosomique des allèles. Je répète que le brassage intrachromosomique nécessite un crossing over. Ici, sur ce schéma, je ne vois aucun chromosome recombiné. Tous ces chromosomes de ce premier lot sont rouges, c'est-à-dire la couleur rouge ici, elle est symbolique. Ce n'est pas une couleur réelle, mais c'est pour symboliser les chromosomes. C'est pour symboliser est-ce qu'il y a des chromosomes parentaux ou bien recombinés. Ici, chaque chromosome prend la même couleur, donc ils sont tous parentaux. Ici, tous les chromosomes aussi prennent la même couleur. Ils sont tous parentaux, donc il n'y a pas de crossing over, il n'y a pas de brassage intrachromosomique. Ici, la deuxième réponse elle est fausse, la troisième réponse elle est fausse, il nous reste donc la première. Je passe à la question numéro 10. Le schéma précédent représente l'étape de passage de 2n est égal à 12 à n est égal à 6, ou bien de 2n est égal à 6 à n est égal à 3, ou bien de n est égal à 3 à 2n est égal à 6. Alors si j'observe cette cellule, il y a un lot de 3 chromosomes qui migrent en haut et un lot de 3 chromosomes qui migrent en bas. C'est-à-dire que chez la cellule initiale, en métaphase 1, il y aurait 3 bivalents, chacun constitué de 2 chromosomes. C'est-à-dire que la cellule mère possédait 2n est égal 6 chromosomes et la cellule mère va se diviser en 2 cellules filles ayant chacune 3 chromosomes. Ça veut dire qu'on va passer de 2n est égal à 6 à n est égal à 3. C'est la deuxième réponse. Je continue, regardez ce schéma. Le graphe suivant retrace la variation ou bien les variations de la quantité d'ADN dans une cellule mère en division. Voilà, c'est un graphe avec cette courbe rouge qui retrace l'évolution de la quantité d'ADN, voilà, en fonction du temps. Le temps est gradué en heures. On a ici 5 étapes. Étape numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Question 11. Cette courbe représente une mitose, une méiose ou bien une mitose suivie d'une méiose. Ce graphe ne peut pas représenter une mitose parce que dans une mitose, on a un cycle. C'est le cycle cellulaire.
On part d'une quantité d'ADN en G1 et à la fin de la télophase, on revient à la même quantité d'ADN de départ. Ici, ce n'est pas un cycle, regardez. On part d'une quantité de C, mais lorsqu'on finit, on ne finit pas avec la même quantité de C, on finit avec la quantité 1C. Donc ce n'est pas un cycle, ce n'est pas une mitose, donc ça doit représenter une méiose. Je passe à la question numéro 12. Les yeux de réplication apparaissent dans les nucléofilaments au cours de la phase numéro 1, ou bien phase numéro 2, ou bien phase numéro 5 ici. Alors, pour parler des yeux de réplication, il faut rappeler que la phase numéro 1, la phase numéro 2 et la phase numéro 3, elles constituent l'interphase. Et on sait que l'interphase est subdivisée en trois phases qui sont la phase G1 ici, la phase S ici et la phase G2 ici. Et parmi ces trois phases, c'est au cours de la phase S, qu'on appelle aussi phase de synthèse, qu'il y a réplication de l'ADN. Et cette réplication se fait par des yeux de réplication. Ce sont des points où commence cette réplication. On les appelle des yeux de réplication. Donc ils apparaissent au cours de la phase S, c'est-à-dire au cours de la phase numéro 2. Je continue. Question numéro 13. La cellule est diploïde pendant les phases 1, 2 et 3. 1 et 2 et 3. Ou bien la phase 3 seulement, celle-ci. Ou bien la phase 4 seulement, celle-ci. Donc avant de répondre, je vous rappelle que la cellule mère pendant l'interphase, c'est une cellule diploïde. Donc G1 contient 2 N chromosomes, normalement 2 N nucléofilaments, ces 2 N aussi en S et ces 2 N aussi en G2. Mais en phase 4, il y a réduction chromatique, on passe à N chromosomes. Et en phase numéro 5, il y a toujours N chromosomes. Alors, vous voyez sur le schéma que la diploïdie, la cellule est diploïde pendant les phases 1 et 2 et 3. C'est la première réponse. Je continue maintenant avec la série numéro 3. Complétée par le nom de l'étape de méiose correspondante. Je vous rappelle que la méiose contient 2 divisions, une division réductionnelle avec 4 phases et une division équationnelle avec aussi 4 phases. Les 4 phases de la division réductionnelle, on les numérite par le nombre 1 et les 4 phases de la division équationnelle, on les numérote aussi, mais par le nombre 2. Donc on a prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1. Puis prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Alors regardons la première phrase. Dispersion des bivalents dans le cytoplasme. Ça veut dire que les bivalents sont déjà constitués, mais ils sont encore dans le cytoplasme et ne constituent pas encore une plaque équatoriale. Et puisqu'il s'agit de bivalents, donc nous sommes encore dans la première division, c'est une prophase 1. Deuxième phase, les centromères du chromosome homologue sont situés de part et d'autre du plan équatorial de la cellule. Donc il y a plaque équatoriale, ce soit la métaphase 1, soit la métaphase 2. Mais regardez, les centromères du chromosome homologue sont situés de part et d'autre et non pas exactement sur l'axe équatorial. Ça veut dire que les chromosomes sont encore sous forme de bivalents. Donc c'est une métaphase 1. C. Le chromosome homologue se relie par des chiasmas à l'intérieur du noyau. Ça veut dire qu'il y a encore des noyaux et il y a des chiasmas et il y a donc des bivalents. Donc c'est aussi une prophase 1. D. Les centromères du chromosome bichromatidien s'alignent sur le plan équatorial. Alors cette fois-ci, on a des centromères directement sur la plaque équatoriale. On a des chromosomes bichromatidiens. Ce n'est plus des bivalents. Donc c'est une métaphase et c'est une métaphase 2. E. Les chromatides parentales et recombinées migrent vers les deux pôles. C'est une anaphase. Mais qu'est-ce qui est séparé pour migrer vers les deux pôles? Ce sont des chromatides et non pas des chromosomes bichromatidiens. Donc c'est une anaphase 2. Et on finit par la phrase F.
les chromosomes monochromatidiens sont dispersés dans le noyau. Alors il y a des chromosomes monochromatidiens, c'est-à-dire des chromatides, sont dispersés dans le noyau. Puisque c'est des chromosomes monochromatidiens, c'est-à-dire des chromatides, donc on n'est plus dans la première division réductionnelle. Et pour la division réductionnelle, on a dépassé déjà la prophase, parce qu'au cours de la prophase, on a des chromosomes bichromatidiens. Au cours de la métaphase 2, on a aussi des chromosomes bichromatidiens. Et au cours de l'anaphase 2, il y a séparation de ce chromosome en chromatides. Donc nous sommes ici dans la dernière phase, c'est la télophase 2. Je continue. Cochez les bonnes réponses. Ici, cette fois-ci, c'est les bonnes réponses au pluriel. Et ce n'est plus la bonne réponse comme les exercices auparavant. Donc, chaque question peut avoir soit une, soit deux, soit plus, soit aucune réponse juste. La mitose permet la diversité génétique, la multiplication des cellules somatiques, la conservation des caractéristiques du karyotype et la production des gamètes. Alors la mitose, pour la première, il n'intervient pas dans la diversité génétique puisqu'il n'intervient pas dans la réduction chromatique qui permet de produire les gamètes. Donc la première réponse, non. La multiplication des cellules somatiques, oui, ça revient à la mitose. Et c'est grâce à cette multiplication des cellules somatiques que l'individu peut croître, peut régénérer donc les organes malades ou bien les organes blessés, etc. La conservation des caractéristiques du karyotype, oui, parce que la mitose, c'est une division conforme, il conserve le même matériel génétique et la même information génétique, il conserve donc le même nombre de chromosomes et le même type de chromosomes, ça veut dire le même karyotype. La production de gamètes, non, la mitose n'intervient pas dans la production de gamètes. Je passe donc à la question numéro 2. La méiose assure. Donc la méiose, c'est un peu l'inverse de la mitose, regardez. Elle assure la diversité génétique? Oui, effectivement, puisque la méiose, c'est l'étape où se font les brassages, soit le brassage interchromosomique ou bien le brassage intrachromosomique. Et ce sont ces brassages qui sont les facteurs principaux de cette diversité génétique. La multiplication des cellules somatiques, non, on a vu auparavant que c'est une spécialité de la mitose. La conservation du karyotype, non, c'est aussi une spécialité de la mitose. La production des gamètes, oui, ça, donc la méiose, c'est un facteur qui intervient dans la production des gamètes. Je passe à la question numéro 3. La réplication de l'ADN a lieu entre les deux divisions de la méiose, uniquement avant une mitose, uniquement avant une méiose, avant la première division de la méiose. Alors la réplication de l'ADN, il se fait au cours de l'interphase et au cours de l'étape ou bien de la phase S de l'interphase. Alors, est-ce que pendant la méiose, entre les deux divisions de la méiose, on a une réplication de l'ADN, c'est-à-dire une interphase? Non. On a seulement une interphase avant la méiose. Donc, première phrase fausse. Uniquement avant une mitose, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Normalement, on a une réplication d'ADN avant une mitose. Mais il ne fallait pas dire uniquement. Troisième phrase, uniquement avant une méiose, c'est faux, c'est la même chose. Normalement, il y a une réplication de l'ADN avant une méiose. Mais il ne fallait pas dire uniquement. Quatrième réponse, avant la première division de la méiose, c'est juste. Il y a une réplication de l'ADN parce qu'il y a une interphase avant la première division de la méiose. Pourquoi on a considéré comme c'est vrai? Parce qu'il n'y a pas le terme uniquement. Si on a ajouté ici uniquement, ça doit être aussi faux. Je passe à la question 4. La cellule haploïde issue de la division équationnelle peut se transformer en gamète. Oui, toutes les cellules haploïdes issues de la division équationnelle d'une méiose peuvent se transformer en gamètes. Entrer en phase G1 d'interphase du nouveau cycle cellulaire, non, c'est impossible. On a dit que après division équationnelle, ces cellules haploïdes ne peuvent plus revenir en arrière pour donner une cellule mère une nouvelle fois. Donc ici aussi c'est faux. Et il n'y a pas de cycle cellulaire, donc il n'y a plus de G1 dans un nouveau cycle, donc c'est faux.
Retrouver la diploïdie après union avec un autre gamète, oui, ici c'est possible, c'est-à-dire fécondation. Donc s'il y a fécondation, on peut retrouver la diploïdie, donc il y a formation du zygote, et le zygote sera diploïde. Je continue. Je passe à la question numéro 5. Lors d'une méiose se déroulant sans anomalie, il peut s'effectuer un brassage intrachromosomique entre chromosomes non homologues, un brassage interchromosomique puis un brassage intrachromosomique, un brassage intrachromosomique puis un brassage interchromosomique, un brassage interchromosomique entre chromosomes homologues. Donc ici, il suffit d'essayer donc d'ordonner, de classer ces phénomènes par ordre. Toujours, il faut rappeler que c'est le brassage intrachromosomique qui est le premier, suivi par brassage interchromosomique. Il faut savoir aussi que le brassage intrachromosomique, c'est-à-dire le crossing over, ne peut s'effectuer qu'entre les chromosomes homologues et jamais entre chromosomes non homologues. Ça veut dire déjà première réponse, elle est fausse. Brassage interchromosomique puis brassage intrachromosomique, c'est faux, c'est l'inverse. Brassage intrachromosomique puis brassage interchromosomique, oui, c'est juste. Brassage interchromosomique entre chromosomes homologues, c'est aussi juste. Parce que le brassage interchromosomique, il se fait toujours entre les chromosomes homologues, ce qui donne des possibilités et une diversité des gamètes obtenus. Question numéro 6. La diversité génétique est la conséquence de duplication de chromosomes? Non, parce qu'on a vu que la duplication de chromosomes, elle conserve le matériel génétique et l'information génétique. C'est la réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN se fait selon un modèle qui conserve le matériel génétique, donc il ne provoque pas de diversité génétique. Disjonction aléatoire des chromosomes homologues, oui, on l'a vu, ça permet d'obtenir des gamètes différents et par conséquent une diversité génétique. Le crossing over, oui, ça permet aussi de provoquer la recombinaison génétique, obtenir des chromosomes recombinés différents des chromosomes initiaux parentaux, ce qui donne donc des gamètes différents et provoque donc une diversité génétique. Des mutations, oui, effectivement, une mutation peut donner une diversité génétique, surtout s'il affecte les cellules germinales qui vont donner des gamètes. Il y aura donc apparition d'une diversité génétique dans la descendance. Autre, oui, il y a d'autres facteurs. C'est par exemple la fécondation. On sait que la fécondation permet encore plus d'obtenir la diversité génétique en multipliant le nombre de cas de possibilités différentes pour le zygote. Je continue, question numéro 7. Au cours de la méiose, les bivalents n'existent qu'en prophase numéro 1. Les bivalents disparaissent en anaphase 1. Alors, les bivalents n'existent qu'en prophase numéro 1, c'est faux. Ils peuvent exister aussi en métaphase numéro 1. Les bivalents disparaissent en anaphase numéro 1, c'est juste. Parce que c'est à ce moment où ils vont être séparés en chromosomes qui vont migrer par ascension polaire. Les centromères ne se clivent qu'en anaphase numéro 2, c'est correct. Parce qu'en anaphase numéro 1, ils ne se clivent pas. La réplication de l'ADN ne se fait qu'une seule fois, c'est correct. On a vu que la méiose ne possède qu'une seule interphase, une seule réplication d'ADN. Il y a deux divisions et deux interphases, c'est faux. Il y a deux divisions, d'accord, mais il n'y a qu'une seule interphase au début. Je passe à la question numéro 8. Le bivalent, il est formé de deux chromosomes bichromatidiens, c'est vrai. Est formé de 4 chromatides, c'est aussi vrai. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle une tétrade. Est formé de 4 chromosomes monochromatidiens, non, c'est faux. Parce que ces chromosomes monochromatidiens, ils peuvent être différents. Ils peuvent ne pas être homologues. Alors que le bivalent doit être formé de 2 chromosomes homologues. Se trouve aussi au cours de la prophase de la mitose, non, c'est impossible. Les bivalents sont une caractéristique de la méiose et jamais au cours de la mitose. Ne peut se former que sur la cellule diploïde, c'est vrai. Pour former un bivalent, il nous faut 2 chromosomes homologues.
Et il ne peut y avoir de chromosome homologue que si la cellule est diploïde. Si la cellule est haploïde, il n'y a qu'un seul jeu de chromosomes et pas de chromosome homologue. Chacune de ces chromatides passe dans l'une de ces cellules filles haploïdes en fin de méiose. C'est juste parce que les 4 chromatides de ce bivalent vont subir la première division réductionnelle. Ils vont donner 2 chromosomes bichromatidiens. Chacun va subir une division équationnelle. Il va se diviser en 2 chromatides. Alors, au total, ces 4 chromatides vont passer chacune dans l'une des 4 cellules filles à la fin de la télophase 2. Je continue. Regardez ces 3 schémas, le schéma A, le schéma B et le schéma C. Sachant que tous les chromosomes schématisés ici sont sur la plaque équatoriale en équateur de la cellule et que les schémas correspondent à une cellule mère qui a à l'origine 2n est égal à 4 chromosomes, voilà. Mettre une croix X dans la case correspondante. Alors commençons par le schéma A. Est-ce qu'il peut représenter une métaphase 1, ou bien une métaphase 2, ou bien une métaphase de mitose, ou bien un cas impossible? Regardez, ici on a 2 chromosomes homologues, on les reconnaît par leur taille qui est la même, et leur forme qui est la même. Ils sont différents de couleur pour les représenter qu'il s'agit de 2 chromosomes homologues. Ici aussi 2 chromosomes homologues. Donc ici c'est un bivalent, ici c'est un autre bivalent dans la plaque équatoriale. Donc il s'agit de la métaphase 1, non pas de la métaphase 2. Je passe au schéma B. C'est toujours à l'équateur de la cellule, mais ici j'ai 2 chromosomes non homologues qui vont s'apparier et 2 chromosomes non homologues qui vont s'apparier. Mais c'est impossible. 2 chromosomes homologues ne peuvent pas s'apparier. Donc le schéma B, c'est un cas impossible. Regardez. Je continue avec le schéma C. J'ai ici un chromosome bichromatidien et un autre chromosome bichromatidien formant la plaque équatoriale. C'est possible, oui. Est-ce que c'est une métaphase de mitose? Non, parce que la cellule mère initiale a 2n est égal à 4 chromosomes. Ici, il n'y en a que 2. Donc ici, c'est une cellule haploïde qui va subir la métaphase 2. Voilà. Alors, j'ai fini donc cette deuxième série d'exercices, c'est-à-dire la série numéro 2 et la série numéro 3. Sur ça, donc je vous dis au revoir. On se rencontrera dans une autre vidéo qui sera cette fois-ci sur le thème des cycles de développement des êtres vivants.